Donc, l'Entraide Bois de Boulogne, qui est le sponsor ce soir de cet événement, c'est la Société d'aide aux immigrants du Moyen-Orient du Canada, fondée en 1964. Nous avons fêté donc 56 ans d'existence. Nos 4 piliers, vous pouvez les voir sur nos roll-up. Donc, c'est la culture, la charité, la société et la communauté. Donc, nous tenons des activités culturelles, communautaires, sociales et charitables. Nous sommes un organisme qui fonctionne uniquement avec des bénévoles. Aussi, nous ne sommes pas subventionnés ni au fédéral, ni au provincial, ni au municipal. Par contre, notre siège social se trouve dans un centre de loisirs de la ville de Montréal. Nous louons cette salle tous les mercredis depuis une vingtaine d'années pour tenir certaines activités qui peuvent se tenir dans un lieu comme celui-là. Et nous offrons à nos membres une conférence mensuelle. Elle peut être médicale, spirituelle, politique. On invite des écrivains, des politologues, des cinéastes, des professeurs, des fleuristes, un peu de tout. Et toujours pour répondre aux besoins de nos membres, parce que nous avons un membership. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site web, qui est très simple à retenir, notre nom, entraideboisdeboulogne.org. Et là, vous allez voir la panoplie d'activités que nous tenons. Et je peux vous dire que le Dr Mounir Samy a donné au moins 2 conférences dans le cadre du forum des femmes professionnelles que nous avons eu dans le passé. Votre présence est très appréciée et on vous souhaite une très belle soirée enrichissante. Je passe le micro à notre modérateur. Je vais vous présenter l'équipe de tonnerre de l'Entraide Bois de Boulogne. Alors, à droite, et sans référence à sa position politique, je vous présente le professeur retraité en sciences de l'éducation de l'Université de Sherbrooke, Michel Aubé, et... Et je tiens à vous dire que l'Université de Sherbrooke a présence à pied à terre à Montréal, puisque nul autre que le vice-doyen de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, professeur Maître Guillaume Rousseau, tout à côté, et immédiatement à côté de moi, en philosophie, le docteur Ali Kaïdi, et immédiatement à gauche, toujours sans référence à la position politique, le docteur Samira Laouni, qui est consultante pour le rapprochement interculturel, et à côté d'elle, l'anthropologue, professeur émérite de l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, attention, Gilles Bibeau, et le dernier, mais non le moindre, le psychiatre, également professeur à la faculté de médecine en psychiatrie, le docteur Mounir Samy. Mais je suis ici en tant que psychanalyste. En tant que psychanalyste. Oui. Je dois prendre un numéro? C'est gratuit pour vous. Alors, pour lancer le débat d'idées, je dois vous dire, vous l'avez sûrement lu dans les journaux, il y a exactement une semaine, à la station de métro Lionel-Gros, une jeune étudiante universitaire voilée, musulmane, Fatima Ahmad, a eu l'expérience d'avoir 2 hommes qui ont tenté de lui enlever le voile.
et de façon non équivoque. Maintenant, en entrevue avec le journal Métro, on lui a posé les questions sur le rapport entre ce qu'elle a vécu dans cet incident et la loi 21. Or, et je vais le citer, selon la Montréalaise, la loi sur la laïcité de l'État n'est pas sans conséquences. Je crois que les Québécois sont des gens très bien, mais le gouvernement encourage un agenda non inclusif. Fin de citation. Alors, pour nous démarrer, j'invite Dr Samir Laouni. Comment vous voyez? Qu'en pensez-vous? Bon, d'abord, merci pour votre présence, merci pour l'invitation. Et puis, félicitations pour les 56 ans de vie. Plus fort que ça? Oui. Ok, parfait. Merci. Alors, moi, je dirige un organisme, le CORE, Communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel. Et tout notre travail porte sur, justement, aussi offrir des tables rondes, des conférences, des rencontres, pour offrir des espaces d'échange sécuritaires où les gens sont capables de poser toutes les questions, toutes les sortes de questions. Et n'hésitez pas à m'en poser parce que je suis capable de répondre à toutes les questions que vous poserez dans la mesure bien sûr du possible, de mes capacités, de mes connaissances, mais le plus sincèrement possible et avec la plus grande humilité possible aussi que je le ferai et avec le plus grand plaisir. Donc la question posée, si la loi 21 a des conséquences. Oui, elle a des conséquences. Moi, j'en ai noté 4 conséquences depuis son vote, depuis qu'elle est instaurée en, je pense, c'était en juin, c'est ça, en juin 2019. Donc, c'est même pas la loi 21, mais on est dans le commun des mortels, tout le monde l'appelle la loi 21. Mais en fait, c'était le projet de loi qui était 21. Ceci étant dit, les 4 conséquences que nous vivons sur le terrain, que j'arrive à documenter, c'est une augmentation des actes discriminatoires dans les milieux de travail, même si ceux-là ne sont pas affectés par la loi 21 directement. Il y a aussi une augmentation du nombre d'actes et d'incidents haineux, comme celui rapporté dans le journal, et il y en a bien d'autres, envers les personnes portant un signe religieux et autres minorités visibles. Pas seulement avec un signe religieux, même les autres minorités visibles en subissent aussi des incidents et des actes haineux. Une troisième conséquence, c'est le sentiment, donc par les personnes qui vivent ce sentiment-là, elles vivent d'un sentiment d'être reléguées à une seconde classe de citoyens. C'est comme si elles ne sont pas citoyennes à part entière. C'est comme si leur citoyenneté n'est pas considérée en tant que telle. Ils sont les autres, et pas les citoyens canadiens québécois. Et enfin, la 4e conséquence, c'est un sentiment d'être diminué, donc rejeté, diminué, négligé. Donc c'est les 4 conséquences que nous vivons sur le terrain, que nous essayons de documenter par un sondage qu'on a mis en ligne sur notre site web www.corapprochement.com. Vous pouvez aller le voir et les gens sont capables d'aller remplir le questionnaire pour nous dire combien de fois ils ont vécu un incident haineux et de quelle sorte était l'incident haineux. Je peux vous dire que ça y va là, et puis sur la page Facebook de notre organisme, sur ma page Facebook personnelle, on reçoit toujours des gens qui nous racontent leurs histoires, qui nous content ce qu'ils ont vécu, et c'est pas toujours drôle. Et juste pour terminer, je vous fais remarquer que même le Premier ministre, M. Legault, a vécu si je peux appeler ça par lynchage, le jour où il a été visité pour la commémoration du 29 janvier, donc la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, quand il a été rencontré lors de la commémoration les musulmans, sa page Facebook était inondée
de propos haineux vis-à-vis du Premier ministre. Donc je pense que là, maintenant que le Premier ministre est touché, je pense que des choses vont commencer à se mettre en branle et peut-être, j'espère, j'ose espérer, que nous y arriverons à quelque chose par la suite pour dénouer cette situation-là inhumaine, que je considère inhumaine, parce qu'en fin de compte, on est toutes et tous faits de la même manière, on a toutes et tous été dans le ventre de nos mamans pendant 9 mois, sauf si on est prématuré, et on est passé par le même processus. Après, la couleur change, le sexe change, l'orientation sexuelle change, la religion ou pas religion change, mais on est des êtres humains. Point. Alors, l'auditoire a droit de parole. Vous avez partie prenante dans cette soirée. Qui sera le premier à poser une question? Alors, Monsieur Aubé. Pas de réplique à Madame Raouni. Oui, si, c'est l'auditoire. Ça va continuer. J'aurais une question. Vous avez mentionné les 4 conséquences. Ok, Merci, docteur. Oui. Est-ce que ça s'est fait uniquement avec les gens qui portaient le voile ou ça a été pour les gens qui avaient le turban, qui avaient la croix, qui avaient le kippa, qui avaient les autres signes religieux? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que les incidents haineux maintenant et les propos haineux, c'est comme s'ils sont comme libéralisés. C'est comme si on a dénoué les langues, on les a comme on leur a permis de dire et de faire ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils veulent faire, surtout ce qu'ils veulent écrire, parce que ça se passe beaucoup, on s'entend bien, ça se passe énormément sur le net, sur le web. C'est vraiment là que ça se passe. Parce que les crimes haineux, eux, ils sont bien, je pense que le vice-doyen, il pourra nous expliquer, l'homme de droit, il pourra nous expliquer les crimes haineux, comment ils sont punissables, etc. par la loi. Mais les incidents et propos haineux ne le sont pas encore. Cependant, ce n'est pas seulement des personnes portant des signes religieux, que ce soit une kippa, que ce soit une croix, que ce soit un hijab, que ce soit un niqab, parce que je tiens aussi à préciser que ici, ce n'est pas... Parce que quand on parle de voile, on mélange beaucoup ce qu'est le voile. Ça, c'est un niqab. Ce que je porte, c'est un hijab. C'est 2 choses complètement différentes. Donc, par rapport à ça, il y a aussi des personnes de couleur noire qui nous rapportent aussi qu'elles subissent beaucoup plus d'incidents et de propos haineux après la loi. Quel effet? Est-ce qu'il y a un rapport de causalité? Aucune idée. Je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas dans une université pour mener cette recherche-là, mais j'appelle à mes collègues ici présents qui sont dans les universités de faire cette recherche-là et de voir c'est quoi ces éléments. Est-ce qu'il y a une corrélation entre juste le fait que ça libère les langues pour qu'il y ait des incidents, même une incidence même sur les personnes de couleur, par exemple. Et justement, un de nos panélistes qui ne pouvait pas se présenter ce soir, c'est le sociologue Rachad Antonius, qu'on a cité dans le journal hier à plusieurs reprises. Je vais le mentionner, selon, et je cite, selon le sociologue Rachad Antonius, professeur à l'UQAM, ce type de geste inacceptable n'a aucune attache politique. Cela ne veut pas dire, maintient-il, que le gouvernement peut l'ignorer. Et là, j'aimerais inviter avec une citation nos 2 invités à côté, le professeur Rousseau et le docteur Khalidi. Et là, je cite le ministre Jolin Barrette en parlant de ce même incident. Citation verbale. Il n'y a aucun lien à faire entre cette agression et la loi 21. La loi 21 n'interdit pas le port de signes religieux dans l'espace public.
Fin de citation. Donc je vais d'abord inviter le professeur Rousseau, comme bon avocat, vous voulez plaider sa cause. On a un micro de ce côté-là. Et ensuite les deux messieurs à côté. D'accord, donc d'abord merci pour l'organisation de l'événement, vraiment de voir autant de monde comme ça un soir de semaine, c'est vraiment réjouissant de pouvoir tenir des débats citoyens comme ça, alors merci aux organisateurs et à toutes les personnes présentes. Donc sur la question des crimes haineux, d'abord je pense que voilà, ça va de soi, mais ça vaut la peine de le dire, c'est toujours choquant que cette dame ait été victime d'une attaque, c'est vraiment à chaque fois, il faut le dire, c'est choquant, c'est préoccupant, et je pense que peu importe nos opinions politiques sur la laïcité ou sur d'autres débats, je pense comme citoyens, ça doit nous interpeller. Cela étant dit, scientifiquement, c'est prouvé qu'il n'y a aucun lien entre le fait d'adopter une loi sur la laïcité, de débattre de la laïcité, de légiférer sur la laïcité et le nombre de crimes haineux. Donc, il n'y a juste pas de lien. Il y a des statistiques qui sont sorties encore aujourd'hui de Statistique Canada et en gros, le taux de crimes haineux en Ontario, au Québec, c'est le même. Donc, à toute fin pratique, donc c'est 5,5 crimes haineux par 100 000 habitants par année. Évidemment, c'est beaucoup trop. On s'entend, chaque crime haineux est un de trop. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, alors qu'en Ontario, il y a très peu de débats sur la question de la laïcité, il n'y a pas eu 5 ou 6 projets de loi sur la question, alors qu'au Québec, il y en a eu beaucoup, dont un qui a été adopté. On a vraiment des contextes complètement différents. Hein, c'est comme un test scientifique où on a deux groupes, un qui est dans un contexte X avec un débat sur la laïcité très intense, le Québec, un autre groupe, les Ontariens, où il y a beaucoup moins de débats sur la laïcité, et résultat, il y a autant de crimes haineux dans les deux cas. Donc il n'y a vraiment aucun lien scientifiquement, on ne peut pas faire ce lien-là, c'est juste impossible à soutenir comme thèse scientifiquement. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens, comme la dame qui est victime ici, qui peuvent avoir ce sentiment-là, qui ont le sentiment, qui ont une intuition, même si c'est pas basé scientifiquement, mais qui ont cette intuition-là que quand on débat de laïcité puis de religion, il peut y avoir des crimes haineux liés à la religion qui s'ensuivent. Ça existe, cette perception-là. Je pense qu'il faut en tenir compte de la perception. Et peut-être que la meilleure manière de s'en sortir, c'est de trouver un compromis. Hein, en gros, ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans au Québec, on débat de cette question-là. Est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, s'entendre pour dire, ben voilà, ça sera jamais parfait, les partisans de la laïcité trouveront toujours que ça va pas assez loin, les partisans de la liberté de religion individuelle, sans entrave, vont toujours trouver que la moindre limite à la liberté de religion va trop loin, mais bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut trouver un compromis? À mon sens, la loi 21, en tout cas, c'est la tentative de compromis, c'est pas parfait, mais clairement, ça va beaucoup moins loin que la charte des valeurs du Parti québécois de 2013, qui proposait d'interdire le port de signes religieux à tous les fonctionnaires. Ça va évidemment plus loin dans la poursuite de la laïcité que la loi adoptée sous les libéraux, qui interdisait le visage couvert pour les services publics, mais qui permettait tous les autres signes religieux pour tous les postes, y compris les enseignants et tout. Donc, c'est une loi de compromis. À mon avis, c'est vraiment dur à battre. Si on cherche un compromis, ça va être vraiment dur à battre, et c'est ce qui a été proposé à date. Si on refuse le compromis, puis qu'on veut que son camp gagne 100%, puis qu'on veut écraser complètement le camp en face, bien évidemment, on ne se satisfera pas de la loi 21 d'un côté comme de l'autre. Puis sinon, sur la question des crimes haineux, j'ajouterais simplement ceci, puis ensuite je passe la parole à d'autres. Il faut toujours faire attention dans le discours. C'est sûr que si quelqu'un défend la laïcité de manière vraiment extrême, en associant la moindre pratique religieuse à de l'intégrisme, à de la violence et tout, bien évidemment que ça peut créer un climat, là, mais c'est très très rare. Moi, ça fait des années que je suis dans le mouvement pour la laïcité, puis j'ai des gens qui ont des discours vraiment extrêmes. J'en ai très 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 peu vu. Il y en a sur les réseaux sociaux, des gens qui anonymement peuvent faire ça, qui en font sont probablement des gens qui ont de la haine, puis qui instrumentalisent le débat sur la laïcité pour répandre leur haine, mais vraiment dans le mouvement pour la laïcité, c'est que des gens de bonne foi qui cherchent des compromis, qui cherchent à faire avancer cette idée qu'ils perçoivent comme étant profondément humaniste. Et j'ajouterais mais il y a quand même ce danger-là, je pense qu'il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui fait un discours extrême sur la laïcité, ça peut aller jusqu'à des discours de haine ou quoi, ça peut arriver, mais l'inverse est vrai aussi. Les gens qui ont des discours hyper anti-laïcité, pour qui toute défense de la laïcité est un discours de haine automatiquement, puis qui sur la place publique dénoncent la laïcité comme étant une idée raciste, islamophobe, xénophobe, ajoutez-en, c'est aussi dangereux. Moi, à l'époque où j'étais conseiller de Mme Marois, chaque fois qu'on prenait position pour la laïcité, dans les jours suivants, on recevait des menaces de mort.
Donc, c'est vrai dans un cas comme dans l'autre. Dans les deux camps, je pense qu'il y a des gens extrêmes qui sont hyper minoritaires. Et il faut en tenir compte. Je pense que les policiers sont là pour ces gens-là. Mais 99,999% des militants pour la laïcité, des militants contre la loi 21 sont des gens raisonnables qui sont contre la haine. Et je pense qu'il faut débattre parmi ces gens raisonnables-là, puis pas trop accorder d'importance aux gens qui propagent la haine, sauf pour dire que la police doit s'en occuper. Alors, avant d'aller plus loin, vous proposez donc, professeur Rousseau, que la loi 21 est en quelque sorte un modus vivendi. Oui, on peut dire comme ça. Et là, on va donner parole à l'auditoire. Qui aime, avant de passer au prochain panéliste, qui aimerait poser une question sur ce que vient de dire le professeur Rousseau? Et souvenons-nous, on a un temps très limité, je vous incite à en profiter. Qui aimerait poser une question? Oui, mademoiselle Sen. Suite à ce que vous avez dit, parce que vous parlez beaucoup de compromis, mais les compromis, on va dire en enchaînant les gens, c'est-à-dire en ne tenant pas compte de leur culture, ni de leurs idéaux, leur façon de voir leur vie, parce que, en fait, les gens sont... Parce qu'ici, apparemment, on s'occupe d'aider les immigrants. Donc les gens ont quitté leur pays, ils ont quitté leur pays pour venir dans une nouvelle société. Où dans cette société, il y a bien sûr une possibilité de vivre ensemble. Alors, quand il y a compromis, ça veut dire qu'on enlève quelque chose à la personne. Et le but, c'est de vivre ensemble et puis d'avancer ensemble, et non de brimer les gens. Alors, qu'est-ce qui cause ce compromis? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est la non-croyance? Est-ce qu'on veut tout simplement ordonner une manière de vivre? Là. Parce que là où il y a compromis, il y a aussi, on va dire, un outil d'esclavagisme. Merci. Alors, professeur Rousseau, une réponse courte et à point, et puis ensuite on passe au professeur Aubé, et ensuite Dr Kaïdi. Oui, rapidement, je pense que la raison pourquoi il faut trouver un compromis dans ce débat-là, bon, il y a des raisons politiques très pragmatiques, c'est-à-dire que, ben voilà, si on veut la paix sociale et tout, qu'on ne débatte pas infiniment de ça, que ça peut créer des tensions, voilà. Si on trouve un compromis puis que chacun l'accepte sans être 100% satisfait, peut-être qu'on pourra passer comme société à d'autres débats un peu moins sensibles. Donc, juste de manière pragmatique pour des raisons politiques. D'un point de vue plus juridique, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'oppose ici, c'est la liberté de religion des fonctionnaires, essentiellement de certains fonctionnaires, si on va vers vraiment l'aspect de la loi 21 là, qui cause le plus de problèmes, donc l'interdiction du port des signes religieux pour les personnes en autorité, juges, policiers, enseignants, etc. Donc ce qui est en jeu, c'est la liberté de religion de certains agents de l'État versus la liberté de conscience de bénéficiaires de services publics. Donc c'est par exemple l'arrêt Mouvement laïque québécois, donc quelqu'un qui arrivait à son conseil de ville, il y avait une séance du conseil de ville, il y avait une prière, la personne disait « Moi, ça me heurte comme citoyenne de voir que des représentants de l'État font une prière pendant qu'ils sont dans leur tâche de représentants de l'État. » Et là, effectivement, les tribunaux ont dit « OK, ouais, ça c'est vrai que ça porte atteinte à la liberté de conscience. » Donc c'est vraiment ça ici, c'est-à-dire si on permet totalement les signes religieux aux fonctionnaires dans toutes les circonstances, bien forcément, on diminue la liberté de conscience des citoyens bénéficiaires des services publics pour qui sont heurtés par ces signes religieux-là. Puis de la même manière, si on dit il n'y a que la liberté de conscience des bénéficiaires des services publics qui compte, puis on met complètement de côté la liberté de religion des fonctionnaires de l'État, bien, les fonctionnaires qui vont vous dire, moi, enlever mon signe religieux, même si c'est juste de 9 à 5, dans ma fonction de personne d'autorité, ça me heurte profondément, puis ça me rend mal à l'aise, etc. Donc, je pense qu'il faut considérer que les deux personnes, autant le bénéficiaire des services publics qui est heurté par le signe religieux du fonctionnaire, autant le fonctionnaire qui serait heurté si on lui demande d'enlever son signe religieux dans ses fonctions, ces deux personnes-là sont raisonnables, ces deux personnes-là sont de bonne foi, c'est pour ça qu'il faut trouver un compromis. D'accord, merci. Et vous mentionnez, mademoiselle Sen, un compromis sous-entend qu'il y a un sacrifice. C'est ça. Et je tiens à dire, quand on parle de séparer religion et culture, et là je cite le philosophe allemand Paul Tillich dans son essai publié en 1948, donc suite au débâcle de l'Allemagne nazie,
il voulait comprendre comment ça s'est arrivé. Eh bien, il y a un premier principe, comme on dit en philosophie, qu'il a su articuler dans théologie de la culture. Et je le cite, « La religion est la substance de la culture, et la culture est la forme de la religion. » Alors, j'invite le professeur Aubé à répondre et ensuite Dr. Khalidi. Oui, je voudrais d'abord réagir aux propos de Mme Laouni. On parle de conséquences d'une loi. J'espère qu'une loi a des conséquences. Sinon, pourquoi en faire? L'idée même de faire une loi, c'est d'imposer un certain nombre de comportements pour éviter que ça soit la barbarie. Et de fait, qu'il y ait des conséquences à une loi, c'est dans la plus grande normalité des choses. Maintenant, je voudrais revenir sur les 4 conséquences dont parle Mme Laouni. Tout d'abord, les 2 derniers, sentiment d'être relégué à un rôle inférieur et sentiment d'être diminué. Je pense que ce n'est pas 2 conséquences, c'en serait une seule, c'est la même chose. Maintenant, l'augmentation d'actes discriminatoires et d'incidents haineux, les 2 premiers. Quand on parle d'une augmentation, on parle toujours d'augmentation par rapport à un avant. Il faut avoir fait une mesure auparavant, il faut avoir regardé, il faut avoir vu dans une certaine tendance qu'il y a une modification. Si on prend une mesure à un certain endroit, qu'on constate suite à un événement, on fait le constat qu'il y a eu tel résultat, ça ne dit pas que c'est cet événement-là qui l'a causé si on n'a pas pris de mesure auparavant, si on n'a pas examiné auparavant. Donc, à mon avis, cette argumentation-là ne tient pas la route. D'autre part, parler de messages haineux sur la page Facebook, mais c'est ne pas comprendre trop ce qu'ont créé les médias sociaux. Avec l'avènement des médias sociaux, avec l'avènement du fait où des gens peuvent se tenir derrière leur écran mais être complètement anonymes, on a vu effectivement, et ça a été mesuré, une augmentation de propos haineux, et pas seulement sur la religion, sur la culture, sur les groupes ethniques, etc. Et on en a à la planche et tous les jours. Donc, ce n'est pas du tout un indicateur. C'est sûr qu'il faudrait peut-être trouver une façon de réguler cet aspect-là, de pouvoir, de façon anonyme, dire n'importe quoi. Mais le fait qu'on en trouve des messages haineux sur les médias sociaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, je suis extrêmement étonné des propos de Mme Sen quand vous faites une équation entre compromis et esclavage. C'est sûr que dans un compromis, il faut mettre de l'eau dans son vin de part et d'autre. Mais on ne peut pas construire de société, on ne peut pas construire de rapport s'il n'y a pas une mesure de compromis. Et donc, on condamne le compromis et on dit ben, tout le monde peut faire ce qu'il veut comme il le veut. À ce moment-là, on a une myriade d'individus sans rapport, sans contact, sans possibilité d'échange. Et c'est le chaos. Donc, je suis très étonné qu'on fasse cela. Je suis un peu étonné aussi d'entendre que la religion est la substance de la culture. C'est sûr que poétiquement, c'est très beau. Mais sur le fond, je pense qu'il y aurait, peut-être que M. Bibeau pourra nous en parler, mais il y a en fait de grandes nuances à faire à ce propos. Merci. Donc, avant d'aller au prochain panéliste, Madame a une question. Et est-ce qu'on a le micro pour Madame, s'il vous plaît? Et merci pour vos questions. En fait, vous parlez des médias sociaux, mais moi je parle, c'est quoi le but de cet article? La personne qui proteste en disant qu'elle a été maltraitée, elle porte le niqab. Et je ne vois pas ça humain, moi. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au métro, au centre-ville. Il y a une femme qui portait le niqab et elle s'est mise à côté de moi. Elle m'a pris une photo et elle est partie. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je l'ai regardée, mais
une personne elle ne veut pas se laisser voir, mais regarde tout le monde. Et elle est publiée dans le journal. C'est quoi le but de ça? Mais la réponse. On l'a attaqué, carrément. Et le dossier est chez les policiers. Oui, donc, oui, mais je trouve que, oui, elle est attaquée. Mais déjà, dans la loi, le niqab était interdit. Pas dans l'espace public. Et d'ailleurs, le ministre lui-même a souligné... pas du tout, alors. Pas du tout, alors. Donc, le docteur Kaïdi est très patient. Et donc, on va l'inviter à prendre la parole avant de repasser à l'auditoire. Donc, bonsoir tout le monde. Et Massa al-Khair, je vois que des gens qui comprennent un petit peu l'arabe. Donc, je reviens à cet incident, ou bien cette violence, elle est condamnable. Cette femme ne devrait pas être agressée de cette façon, parce que même s'il y a une loi qui interdit ça, ce n'est pas aux citoyens de faire la police. Donc, il y a ce point-là. Et en plus, la loi 21, elle n'a aucun rapport avec cela. Parce que dans la loi 21, il n'y a pas une interdiction des signes religieux dans l'espace public. Et ce niqab, c'est un signe religieux que tout le monde, n'importe quelle femme, elle a le droit de le porter là où elle veut. Non, mais seulement lorsqu'elle est au travail et elle est en position d'autorité. Donc, dans cet espace-là, c'est interdit. Donc, par rapport à ça, je ne vois pas où est le lien entre cet acte qui est condamnable et avec le contenu de la loi 21 ou bien de la loi sur la laïcité. Parce que la laïcité en elle-même, c'est une ouverture sur l'autre, elle inclut l'autre. Donc l'esprit de la laïcité, elle est dans la loi 21, elle est inclusive. Du moment que l'État, elle dit que moi, je vais être neutre, et je n'ai aucune religion, et je ne veux pas imposer une religion à tous les citoyens qui sont sous mon autorité, et aussi, je ne veux même pas avoir l'apparence d'avoir une religion, cela inclut. Et moi, en tant que personne qui appartient à une minorité, donc je croyais que c'est... Donc... D'accord. Je croyais que c'était pas... Donc je vais parler dessus. Donc oui, si on revient à la loi sur la laïcité, l'esprit de la loi de laïcité, il est inclusif. Il est inclusif du moment que l'État nous dit qu'elle n'a pas de religion et qu'elle ne veut pas imposer une religion à ses citoyens. Ça, c'est déjà acceptable. Et plus, elle ne veut pas avoir cette apparence. Donc, il me semble que les gens qui appartiennent à des minorités religieuses, ils doivent être contents d'avoir une loi pareille. Ça va les protéger. Ça va les protéger pratiquement tant qu'il y a une loi pareille. Donc, ça protège les minorités religieuses. Parce que, imaginons que l'État, elle reflète la société telle qu'elle est. Et on sait qu'on est dans une société qui n'est pas musulmane. Elle est en majorité avec une autre religion. Donc on va se trouver avec des institutions coloriées avec la société qui est majoritairement à une religion. Donc on va se retrouver en quelque sorte affaire à un État qui a une couleur religieuse, et cela, ça n'arrange pas les minorités. Ça, je passe à autre chose. Et par rapport à Mme Laoni, qu'elle a dit qu'on est tous et tout fait de la même manière. Oui, tout le monde est fait de la même manière. Et c'est pour ça que la loi sur la laïcité, elle a une interdiction universelle. Elle interdit à toutes les religions d'exposer leurs signes dans des institutions de l'État. Donc elle est faite pour tout le monde. Elle est faite pour un citoyen qui n'a pas de couleur religieuse quelconque. Donc elle est faite pour tous et toutes de la même manière. Et je laisse la parole à d'autres. Merci. Je pense que la plupart des gens qui viennent ici viennent parce qu'ils veulent se débarrasser du dogmatisme et de l'intégrisme de leur pays d'origine. C'est pour ça qu'ils viennent ici, pour se libérer. Alors je ne crois pas que le port de niqab
est libérant pour une femme. Le port d'un niqab est insultant pour la dignité d'une femme et ça ne doit pas être permis, pas même dans l'espace public, parce que ça infériorise la femme et ça la rend comme si elle doit être invisible parce qu'elle est femme. Nous n'avons pas le droit d'accepter toutes les barbaries qui nous viennent de tous les pays du monde. Il faut avoir des balises, il faut dire non, je n'accepte pas l'excision, je m'excuse, il n'y a pas d'excision ici. Non, il n'y a pas de port de signes religieux. Moi, quand j'enseignais, j'avais pas le droit de porter un signe politique. On n'a pas le droit de porter un signe politique pendant qu'on enseigne. Alors le même droit s'impose sur les gens qui veulent manifester, faire du prosélytisme à partir de leur signe religieux, il faut l'interdire. Et si vous voulez parler d'islamophobie et de l'esclavage, allez voir qu'est-ce que la Chine fait avec ses musulmans, ce qui est aberrant, et regardez dans les autres pays asiatiques, j'oublie le nom de ce pays, et regardez qu'est-ce qui se passe en Inde maintenant. Madame, donc il s'agit d'un commentaire et non d'une question. Seulement, je vous dis en tant que professeur, on est en 2020, je n'ose pas dicter à une femme quelconque quoi porter, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas. Et madame avait sa main levée. Oui, moi vous n'êtes pas neutre comme modérateur. C'est un commentaire. Avec le... Oui, un commentaire parce qu'on parle tout le temps du voile. Eh bien, moi, par exemple, je pense plus au cirque. Si, par exemple, moi, mon enfant est dans une classe où il y a un monsieur qui porte le turban et qui a cette arme-là, il peut, à un moment de révolte, faire sortir cette arme, ce qui est facile. C'est pourquoi on veut un peu unifier la tenue vestimentaire. C'est pas seulement le niqab ou le voile, il faut penser à autre chose. Il y a des dangers auxquels nos enfants peuvent être exposés étant dans une salle de classe à l'université ou en primaire ou en secondaire. Ce sont de bonnes personnes. Moi, j'ai des amis de toutes les religions, de toutes les confessions, de toutes les tenues vestimentaires aussi. Vous voyez comment j'ai été élevée dans un milieu multiethnique et je les aime, qu'ils soient juifs, musulmans, sikh, catholiques, protestants. Mais il faut penser plus généralement et voir le danger qui peut se présenter. Vous voyez comment? Alors, ils sont très bons les sikhs, ils sont très bons les musulmans, les chrétiens sont très bons et dans toutes les religions il y a les bons et les moins bons. Mais c'est le danger. Alors, on a justement un spécialiste en psychiatrie des enfants, le docteur Munir Sami. Alors, on va inviter au docteur Sami de parler justement. Bonsoir tout le monde. Ben, je vais commencer par dire, moi, le niqab, le voile, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on ne me sourit pas. J'aime ça quand je regarde un visage comme sourit. Et de toute façon, c'est foutu parce qu'avec le coronavirus, on va avoir des masques et la question va être réglée. Bon. Ceci dit, j'ai insisté à être présenté comme psychanalyste parce qu'il n'y a personne de fou ici. Et ça inclut mes chers collègues en droit et politiciens et moi-même. On ne sait jamais. Alors, mais on ne sait jamais, oui, tu me parleras plus tard. Bon. Alors, on est sur le plan de la psychanalyse. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais sur le plan de la psychanalyse, l'être humain est une minorité visible, dans le sens que la majorité est invisible. Qui nous sommes comme humains appartient au monde de l'invisible, n'appartient au monde du visible. C'est l'inconscient. C'est notre héritage culturel, spirituel, personnel. C'est nos rêves, c'est notre imagination, c'est tout ça. Et on est tous mus, consciemment ou inconsciemment,
par des facteurs qu'on ne connaît pas tout à fait et qu'on ne comprend pas tout à fait, et c'est ça qui fait qu'on est humain. C'est ça qu'on fait qu'on rêve, c'est ça qu'on fait qu'on n'est pas des êtres mécaniques, qu'on est des êtres humains. D'accord? Ceci dit, l'humain est fait de corps, mais l'humain est aussi fait de symboles. L'être humain est un animal symbolique. Et ce qui me stimule et je trouve ravissant, c'est qu'on est tous ici en train de débattre passionnément sur un symbole, sur des symboles. Des gens s'entretuent pour des symboles. Okay? On est aussi un corps, on est somatique, autrement on n'aurait pas été là, d'accord? Mais il y a quelque chose de fondamental quand on comprend l'être humain, quand on comprend la psychanalyse, c'est que l'être humain a horreur des excès. Si c'est trop froid, on va mourir, et si c'est trop chaud, on va mourir. Si on ne mange pas, on va mourir, si on mange trop, on va mourir. Je peux vous donner, donc l'homéostase, le juste milieu, c'est la condition de la survie humaine. Et ce que j'aime dans la loi, c'est qu'elle rend compte du symbole. Ce que je déteste dans la loi, c'est que ou bien le symbole est sacralisé, ou bien le symbole est démonisé. Et quel est le juste milieu? Au regard de certains, c'est un modus vivendi. Au regard de d'autres, c'est déjà un excès. Et ça, c'est à débattre. Et c'est une bonne chose qu'on ne soit pas d'accord. Autrement, il n'y aurait pas de démocratie, ou la démocratie ne servirait absolument à rien. Alors, la conséquence de la loi. Je vais vous dire quelque chose sur le plan psychologique. C'est que dans les rapports humains, on accepte une coercion dans la mesure où il y a confiance. L'enfant qui, par exemple, dans un rapport familial, c'est paradoxal, mais c'est de la psychologie 101. C'est-à-dire, on peut être strict avec un enfant et l'enfant ne va pas prendre cette discipline comme étant une haine ou un rejet de lui, dans la mesure où il sait qu'il y a aussi de la confiance, dans la mesure où il sait qu'il y a un rapport humain. L'enfant va écouter pour ne pas perdre l'amour de son parent, pas parce qu'il a peur de son parent. Si c'est parce qu'il a peur de son parent, il va répéter la violence. Et ça va être une coercion au lieu que ce soit un geste d'amour. Dans la mesure où il y a confiance entre nous, en tant que citoyens, on est capable d'accepter certaines contraintes. S'il y a un manque de confiance, on ne va pas accepter les contraintes. Et je pense qu'on est dans un déficit de confiance dans notre société. La logique des droits de la personne, la logique de l'individualité, la logique du citoyen consommateur, j'ai entendu le consommateur, je ne pense pas que l'enfant est un consommateur. Je ne pense pas que l'enfant est bénéficiaire de services. Pas pour les enseignants, par exemple. Là, je parle de l'aspect de la loi en ce qui concerne les enseignants. N'est-ce pas? On est dans un déficit de confiance. On est dans une logique de peur. On est dans une logique de sécuritisme. On est dans une logique de faillite de la démocratie, précisément parce que les politiciens surfent sur la peur comme une façon de faire. Et plus il y a de lois, moins il y a de bienveillance. Et je crois que c'est l'obsession, c'est le sport national des politiciens de venir avec une nouvelle loi. C'est leur façon d'être immortel. Bon, c'est moi qui ai mis ce stop-là au coin de la rue. Mais plus il y a de lois, moins il y a de bienveillance. Plus il y a de lois, moins il y a de la spontanéité de faire attention à l'autre parce qu'on vit ensemble dans la bienveillance. Alors, je voulais juste dire ça par rapport à le symbole, l'importance du symbole. Et si le symbole, si la loi est perçue comme étant une démonisation du symbole, ça nous déshumanise. Parce qu'on devient des fonctions au lieu d'être des humains.
Et je ne crois pas que l'enseignant, mes enseignants et mes enseignantes, ils n'étaient pas dans une fonction. Mes enseignants, mes enseignantes donnaient de leur... c'était des personnes. Finalement, et je vais clore là-dedans parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps, on est dans une société qui a tendance à être de plus en plus aseptisée. Avec le politically correct et tout le reste, et toutes les lois, etc. On est dans une société où on ne peut rien dire, on ne peut rien faire parce que c'est tout aseptisé. Ben, si on élève encore un organisme humain, là je suis le médecin, je suis le psychanalyste, de façon aseptique, à ce moment-là, il va mourir à la première infection. Ok? Qu'est-ce qu'on fait pour un bébé? On veut exposer le bébé aux microbes, etc. Comme ça, il développe un système immunitaire. C'est dans l'adversité, c'est dans la diversité qu'on grandit. Alors, et on est dans une société où aussi, je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas comment dire en français, de confirmation bias. C'est-à-dire les gens qui se ressemblent sont ensemble et cherchent la confirmation de ce qu'ils pensent à l'Internet. Et puis c'est ça, et puis on devient de plus en plus homogène et de plus en plus aseptisé. Alors, elle est où la diversité? Diversité de culture, diversité d'opinion, diversité aussi générationnelle. La diversité générationnelle, les enfants c'est les enfants, les adolescents les enfants, et les vieillards sont dans une asile de vieillards qu'on appelle, à présent, politically correct, les maisons des aînés. Mais c'est la même chose. OK? Bon, c'est là où je vais finir un jour, j'espère. Bon, alors, voilà. Mais la diversité écologique normale qui crée l'adversité, je veux être importuné, je veux être choqué, je veux être dans l'adversité, parce que c'est comme ça que je vais me renforcer, c'est comme ça que je vais grandir, c'est comme ça que je vais m'ouvrir, et c'est comme ça que l'interaction va être fertile. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait une autre raison commune que politique. La raison commune doit être une raison commune de bienveillance, une raison commune de confiance, une raison commune que c'est bien d'être ici, c'est bien d'être en ça. C'est ça la raison, c'est le bien commun qui est la raison commune, et non pas l'aseptisation totale. Alors, on a des questions. Madame qui est là. Et Monsieur Diou, oui, on a beaucoup de questions. Alors, d'abord, Madame. Merci, Monsieur. J'ai trouvé ça très intéressant, ce que vous disiez. Et en fait, par rapport à la force des symboles, moi, ce que j'observe, moi, je suis thérapeute, puis j'interviens au niveau du choc culturel. Et ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui sont complètement déracinés sont très souffrants du fait du déracinement, et du coup, ils vont fréquemment, c'est ce que j'observe, se crisper sur les symboles. Et les symboles vont prendre une importance démesurée. Donc, la multiplicité qui est belle dont vous parlez, il faut qu'eux aussi l'intègrent. Et c'est comme ça qu'ils peuvent s'enrichir. Mais ce que je vois, c'est que la plupart des nouveaux arrivants, puis même des arrivants qui peuvent être ici depuis 15, 20, 30 ans, ils ne veulent pas s'intégrer parce que ça implique laisser aller quelque chose d'eux. Il faut faire de la place à quelque part. Alors, la multiplicité dont vous parlez, je suis d'accord, puis je la trouve merveilleuse, mais il faut qu'elle commence dans l'individu. Il faut que l'individu s'ouvre à la diversité, à la différence dans laquelle il est atterri. Mais parce qu'il souffre de son déracinement, puis je peux vraiment comprendre, j'ai écrit un livre là-dessus, sur un long choc culturel qui a duré 25 ans. C'est très, très, très souffrant. Mais s'il n'y a pas une part de la personne qui s'ouvre à éprouver l'autre, ben il va se crisper et ils participent à ce moment-là eux-mêmes à la ghettoisation qu'on va voir dans certains quartiers. Dans Parquet, dans le Petit Maghreb, c'est vraiment ghettoisé. Moi, j'ai essayé de rentrer dans des cafés, puis je me suis fait dire « Mais non, madame, c'est pas une bonne idée. » Parce qu'ils ont besoin de se retrouver, de s'épancher entre eux sur la souffrance qu'ils éprouvent. Donc, ça commence dans l'individu, comme je suis certaine que vous le savez. Le symbole, si on se crispe dessus, parce qu'on a besoin de cette soupape-là, parce que ça nous rappelle la maison, ben, ça ne nous aide pas à nous intégrer. Écoutez, je vous comprends 100%, et je suis moi-même un immigrant.
qui a quitté son pays à cause de la discrimination et à cause de tout et de l'oppression et de tout ce que vous décrivez. Ce qui est complexe et ce qui est paradoxal, c'est que l'intégration commence par moi pouvoir recevoir l'autre pour que l'autre puisse se rapprocher de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je dis non, il n'est pas question que je communique avec toi à moins que tu t'intègres parce que tu es ici et c'est la raison. Je pense que je vais avoir l'effet inverse. On va rentrer dans un communautarisme excessif. Et le communautarisme excessif, pardon? Je me suis déjà fait dire que j'étais une white people. On a refusé de me toucher, de me serrer la main parce que je n'étais pas musulmane. C'est dans les deux sens. C'est vraiment dans les deux sens, monsieur. Oui, toi, tu sais où tu vas. Il y a de la discrimination. Oui, voilà. Oui, mais à grande haleine, c'est dans la mesure où je reçois l'autre qu'il y a une éducation mutuelle, c'est-à-dire l'autre me grandit à travers la différence, même quelquefois en me choquant, parallèlement, l'autre va, comment dire, he will mellow down, c'est-à-dire l'autre va s'assouplir parce qu'il n'aura pas besoin, voilà. Alors, on avait une question, monsieur Diouf. Parce que le temps passe, donc il faut qu'on soit court et à point. Voilà. Moi, je pense que le problème fondamental ici, c'est les motivations concernant la loi 21, la motivation réelle du parti, voire la coalition Avenir Québec. Et puis, ça explique tout, en fait. Ça explique les agressions. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Occident, on fait face à l'émergence, on fait face à un certain choc des cultures, un choc des valeurs. C'est nouveau en Occident. Et on n'a malheureusement pas de leaders qui ont des visions, qui ont des projets de société pour faire face à ces problèmes. Et ils utilisent malheureusement des solutions faciles, c'est-à-dire en allant vers la majorité et en essayant de ne pas protéger les minorités. Moi, je suis d'accord, bien sûr, qu'on mette en place des façons de faire, de vivre dans la société. Parce que quand une société est réunie, la diversité, c'est quelque chose de bon. Il faut juste avoir des leaders politiques qui ont des visions, qui vont promouvoir la diversité, qui vont promouvoir l'éducation, pour savoir qu'aujourd'hui, c'est un monde nouveau, voilà une façon de vivre. Parce qu'on n'a pas il n'y a pas le choix arrière. C'est pour ça que j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense profondément que c'est lié au fait que, et c'est valable aux États-Unis, en Italie, vous voyez, en Europe, des leaders populistes qui veulent régler des problèmes complexes de façon simple, en proposant des solutions simples. Et malheureusement, ça fait des dégâts, ça crée la violence, ça crée... Au lieu de protéger les minorités, parce qu'on met en place des lois, il faut se soucier des minorités, de les protéger en envoyant des messages clairs à la société. Que cette loi ne veut pas dire brimer la minorité, mais au contraire les protéger, les aider à vivre dans la société, parce que voilà comment nous voulons vivre. Voilà pourquoi je voulais vous poser la question pour savoir qu'est-ce que vous pensez de cela. Merci. Et avant de passer, parce qu'il y a une voix qu'on n'a pas entendue, celle de l'anthropologue Gilles Bibeau, mais pour enchaîner, monsieur Diouf, je cite le panéliste absent, le sociologue Rachad Antonius, dans le journal d'hier, pour donner suite, et c'est Rachad Antonius. Et je cite verbalement, il faut que le gouvernement condamne ce genre de choses. Les gens ont le droit d'être croyants, tant qu'ils ne touchent pas aux droits des autres. Ce message-là, le gouvernement ne le donne pas. Donc il tient le gouvernement actuel, la CAQ, responsable d'un silence coupable. Or, on va enchaîner, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre le professeur Gilles Bibeau. Professeur Aubé, je n'ai pas oublié votre critique, et je l'accepte vraiment. Paul Tillich, la culture et la substance
la religion est la substance de la culture, et la culture est la forme de la religion, fin de citation Paul Tillich. Eh bien, s'il y en a un qui connaît très bien les cultures, c'est l'anthropologue Gilles Bibot, et je vous invite à prendre la parole. Ah là là, il y aurait tellement de choses à dire. Monsieur Legault a dit, quand la loi sur la laïcité de l'État a été adoptée, qu'elle était modérée. Qu'elle était modérée, cette loi, qu'elle était à l'image du peuple québécois. Vous savez qu'au mois d'octobre 2018, quand ils ont été élus, ils avaient en tête quelque chose qui, à la fois, s'inscrivait dans ce qu'on voit depuis 2008, depuis le rapport Bouchard-Taylor, et puis est arrivé dans l'ère en 2013, on s'en souvient bien, puis elle nous marque encore, et toutes les représentations au Québec, cette fameuse charte des valeurs, la charte québécoise, qui modèle les représentations des gens, parce que je crois qu'on ne peut pas mesurer une causalité immédiate, dire que ça produit des actes haineux. C'est un dispositif de représentation extrêmement complexe qui engendre des comportements. Et c'est vrai que nous sommes, depuis depuis Bouchard-Taylor, en quelque sorte, en train de réfléchir. M. Couillard, lui, avait dit simplement que c'était les gens qui donnaient le service des deux côtés, qu'il ne devait pas y avoir des signes. Puis on est abouti à ce qui est cette loi sur la laïcité de l'État. Personnellement, je peux vous dire que qu'est-ce qu'il y a derrière ce régime particulier de laïcité? Nous savons que tous les régimes de laïcité de l'État sont prisonniers de l'expérience historique de la nation qui les produit. La France, c'est pas l'Angleterre. Le régime républicain, c'est pas le régime anglo-saxon. C'est ce qui fait notre différence avec le reste du Canada, qui comprend pas, absolument pas cette loi 21. Et qu'est-ce qui se passe dans notre société québécoise? Je vais le résumer très très vite et je vais venir à la position de Tillich qui est sur la religion. Il y a une anti-religion maladif, pathologique au Québec. C'est chaque fois qu'il va être question, et c'est davantage dirigé, et sur un plan sociologique, c'est absolument clair, contre l'islam. Et au sein de l'islam, il faut dire aux femmes comment elles vont s'habiller. Vous vous rappelez le débat qu'il y a eu entre Alexa Conradi, lorsqu'elle était présidente de la Fédération québécoise des femmes du Québec, contre Mme Mainville, qui était au Conseil du statut de la femme, qui a soutenu à un certain moment la charte québécoise des valeurs, et qui disait on ne peut pas dicter. Est-ce qu'on a compris que nos sociétés vont être de plus en plus plurielles, de plus en plus complexes, et qu'il faudra bien accepter que les gens s'habillent comme ils l'entendent, aussi longtemps que ça ne nous gêne pas? Personnellement, je ne vois absolument pas pourquoi je devrais dicter. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on n'empêcherait pas les femmes ultra-orthodoxes de porter les perruques. Et si on commence à décider comment le corps doit être vêtu, eh bien, on n'en finira pas. On n'en finira pas. Je vois que c'est absolument des faux débats. Et puis le féminisme là-dedans, parce qu'au Québec, le laïcisme extrêmement fort et qui pousse, regardez ce qui est en train de se passer avec le projet de loi 40, éthique et culture religieuse. On va le remplacer par un millimélo de toutes sortes de choses. Et s'il y avait un programme de cours qui ouvrait les jeunes Québécois, au primaire et au secondaire, à ce pluralisme, c'était cette introduction à 14 systèmes de croyances dans le monde, sans prosélytisme, simplement faire comprendre en quel sens ça va, des systèmes aussi de morale, des systèmes éthiques. Mais non, je reviens encore à cette maladie de l'anti-religion au Québec. Je ne suis pas croyant.
Je ne suis pas croyant. J'ai vécu en Inde, j'ai vécu en Afrique, dans à peu près tous les continents du monde, appris les langues, essayé de respecter la manière dont les gens... L'humanité est plurielle. Nous sommes tous des immigrants, tous des exilés, beaucoup des réfugiés. Et nos sociétés vont l'être de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des normes. Incontestablement, il y en a. Mais si on veut un État laïque, un État laïque, ce serait quoi? Un État qui donne toute une série de privilèges, actuellement. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si on veut une laïcité, je la ferais radicale. Fini le financement des écoles privées confessionnelles. Fini tous les privilèges, exemption d'impôts pour le soutien à la religion, etc., etc. On pourra aller beaucoup. Qu'on ne vienne pas me dire que, parce que véritablement c'est quelque chose d'extrêmement périphérique, de s'attaquer directement, c'est le vêtement de la femme, ça a été souligné, pas seulement de la femme musulmane, mais surtout de la femme musulmane. Surtout de la femme musulmane. Alors il nous faut bâtir ces sociétés pluralistes, l'altérité en soi. L'altérité en soi, les multiples altérités. J'inviterai, je termine là-dessus, retournons dans notre rapport à l'amérindianité. Lorsque les colons français sont arrivés ici, l'amérindianité part obscure du Québec, le métissage qu'il y a eu, cette part d'amérindianité en nous, que nous rejetons, et qui par le fait même nous fait rejeter, donc, les Premières Nations du Québec. Allez voir ce qui vient de se passer sur le web à la suite des barricades. À la suite des barricades. C'est absolument terrible. Bien sûr, on ne peut pas dire que ça va être une loi qui produit tel comportement haineux. C'est un dispositif complexe, des causes lointaines, et qui s'enchaîne et qui crée une chaîne, véritablement, qui s'additionne et qui, à un moment donné, justifie le comportement. Alors voilà, ces deux petites choses. Il y a tellement de considérations, tellement de nuances à apporter dans tout cela. Mais, de grâce, les pensons journalistes qui continuent à stéréotyper, à alimenter les préjugés, etc. On en a des exemples continuellement. Bien sûr, professeur Bigot. Donc, on est dans les derniers 25 minutes. Madame, très patiente ici en avant. Donc, les questions courtes, à point. Bon, alors moi, avec micro, s'il vous plaît. Et à qui s'adresse votre question? Ben, je peux rejoindre un peu tout le monde parce que... D'accord. Parce que pour moi aussi, je veux dire, le professeur là qui a parlé de la loi, pour moi aussi, je pense qu'il n'y a aucune loi qui n'a pas de conséquences pour des gens. Je veux dire, toutes les lois ont des conséquences, puis tout ce qu'elle a parlé d'agression, tout ça, ça demeure marginal. On ne peut pas dire que c'est l'ensemble de la communauté ou l'ensemble du peuple québécois qui rejette ou qui va poser des gestes haineux. Ça demeure quand même un peu marginal. Mais là, pour revenir à une société pluraliste, c'est sûr que le pluralisme, c'est une richesse, mais toute société a besoin quand même de structure, elle a besoin de balises, elle a besoin de normes. Et là, on discute de laïcité. On ne se dit pas qu'on brime les religions quand on leur impose le voile. On se dit, le voile, on dit les signes religieux dans l'espace public. Donc, dans l'espace public, tout est permis. Vous affichez votre religion, vous pouvez l'afficher. On parlait simplement dans des postes de responsabilité où c'était à ce moment-là interdit d'afficher que ce soit le voile ou que ce soit le sikh ou que ce soit le couteau ou n'importe quoi. C'est pas juste tourné vers les musulmans. Ah, alors, j'ai l'impression que votre micro ne marche pas. J'entendais pas. Ah, ça marche. D'accord. Mais simplement, donc, on vise des questions, surtout des questions. Mademoiselle, des questions courtes et à point. Et si vous vouliez bien nous indiquer à qui s'adresse votre question, parce qu'on est dans les dernières minutes. Parfait. Ben, je n'ai pas une personne en particulier, mais ma question, en fait, c'était pour rebondir un peu sur ce que M. Bibeau avait dit, sur certaines parties, mais particulièrement sur les facteurs de genre dans les conséquences ou sur la loi 21.
Puis j'aimerais en fait que un ou plusieurs panélistes se prononcent sur leur opinion quant à l'aspect du genre par rapport à la loi 21, puis que ça soit sur les conséquences ou ça peut être sur... on voit beaucoup dans l'espace public des discours sur, qui associent droit des femmes et laïcité. Donc, dans cette perspective-là, ceux qui défendent la laïcité, c'est quoi les promesses que une loi 21 pourrait donner par rapport au genre? Puis, c'est ça. Une seule question, oui, c'est à Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à préciser que je n'ai jamais dit que toute la société québécoise faisait de la haine ou qu'elle promouvait de la haine. Donc ça, il faudrait qu'on s'entende. Il y a une infime minorité qui est très audible, qui est derrière ses claviers et qui dit et qui écrit ce qu'elle veut. Donc on s'entend là-dessus. D'autre part, n'importe quelle loi a des conséquences, mais j'ose espérer en tant que citoyenne, que maman, que femme, j'ose espérer que les conséquences de n'importe quelle loi, que ce soit des conséquences positives, des conséquences inclusives, des conséquences qui permettent à toutes et à tous de s'émanciper et d'aller vers le haut, non pas de rester chez soi ou de s'isoler ou de tomber et d'aller chercher docteur pour qu'il les psychanalyse et qu'ils voient à leurs problèmes. Donc, ceci étant dit, pour ce qui est de l'égalité, un exemple très concret. Cette loi-là, elle donne le droit, par exemple, à mon mari, s'il est enseignant, de prétendre à une promotion. Donc, lui, il peut être promu dans son emploi. Moi, je n'ai pas le droit, combien même j'aurais eu la clause grand-père qui s'appliquerait à moi, j'aurais pas le droit à une promotion. J'ai pas le droit, la loi 21, c'est ça. Si vous voulez porter le... Oui, non, mais je parle de moi, avec mon foulard. Donc, je réponds à une question. D'autre part, l'égalité femmes-hommes, on sait qu'ici, encore au Québec, les femmes québécoises, à large, gagnent 40 cents de moins encore pour la même fonction, les mêmes compétences. Alors, dans ce cas-là, si on arrive encore avec une loi comme ça, discriminatoire, elle va encore davantage enfoncer les femmes qui n'ont pas qui veulent, c'est leur liberté de conscience et liberté de religion qu'elles expriment, elles ne vont pas seulement avoir un plafond de verre, elles vont avoir un plafond en béton armé. Ouais, mais on a accepté de venir Ok, dans une société. on a plusieurs questions, courtes et à point. Donc, par rapport à la discrimination, Madame Laouli, elle vient d'annoncer que la loi sur la laïcité, en quelque sorte, impose une discrimination entre les femmes et les hommes, surtout par rapport à la promotion. Par exemple, lorsqu'une femme elle est dans une commission scolaire, elle veut changer. Dans une commission scolaire, elle veut changer, elle sera obligée, en quelque sorte, de délaisser son signe religieux. Mais la question qu'elle doit se poser, ou tout citoyen doit se poser, cette discrimination, elle est dans les religions et dans la communauté elle-même. Parce que c'est cette communauté qui l'empêche de faire sa carrière professionnelle. C'est elle qui l'empêche à y aller vers un boulot ou un autre. Donc, il faut se poser la question d'ailleurs, pourquoi cette communauté l'empêche et pourquoi cette religion, elle a aussi ce poids-là qui empêche une jeune fille qui est en formation maintenant, par exemple, pour devenir une enseignante, elle est empêchée d'abord par sa religion. Donc il faut en quelque sorte dénoncer la religion qui l'empêche à y aller vers son avenir. Et merci. Je me permets de dire deux choses, oui. D'abord, si vous n'avez pas lu l'article, la lettre ouverte publiée dans Le Devoir aujourd'hui par Yves Gingras, une sommité dans son domaine, professeur à l'UQAM, plus de religion, moins de science. Je vous l'encourage avec des statistiques à l'appui. Deuxièmement, pour rejoindre le professeur Bibeau et M. Diouf, vous savez, il y a plusieurs façons de gérer la diversité. Et j'ose croire que dans le cas de la loi 21, c'est
sur le base du civisme, au lieu de faire appel à des valeurs religieuses, de faire appel à des valeurs morales, éthiques, ce qu'on appelle en sciences de la religion civique. Et je vous rappelle que Socrate, un des fondateurs de la philosophie occidentale, on l'a assassiné parce qu'il faisait la part des choses entre des valeurs et des dieux. Alors, oui monsieur, il nous reste que 15 minutes, alors à point. Oui, alors voilà, une petite question. Une petite question. Est-ce que tout ce débat et le fait que le gouvernement ait été obligé de faire cette loi pour répondre aux aspirations d'une majorité de Québécois, ne signe-t-il pas l'échec flagrant de la théorie multiculturaliste comme moyen d'intégration? Alors, il y a toute une réponse. D'abord, le Québec veut proposer une alternative au paradigme multiculturel, interculturel, et ainsi affirmer son identité propre, c'est-à-dire dans sa spécificité, dans ce qu'on appelle en philosophie son particularisme. Mais, j'invite le professeur Rousseau. Oui, merci. Donc, je veux juste compléter la réponse. Et en même temps, ça va répondre également à ce que disait plutôt un collègue au bout de la table qui disait plus il y a de loi, moins il y a de bienveillance. Donc, évidemment, comme juriste, je vais répondre à ça. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il n'y a pas de loi 21, on ne se retrouve pas dans un vide. En fait, on se retrouve dans un vide, mais il est rapidement comblé par les juges. Donc, lorsqu'il n'y a pas de loi adoptée par le législateur, lorsqu'on n'a pas des élus, un débat démocratique, une élection avec ensuite des élus qui adoptent des lois, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les juges qui ne sont pas élus, qui ont d'autres qualités, mais qui ne sont pas élus, qui font les lois. Donc, c'est la différence entre les traditions juridiques. Dans notre tradition au Québec, la tradition du droit civil, c'est le législateur qui fait la loi. Ensuite, les juges les appliquent, ils peuvent interpréter, ils peuvent ajouter, mais essentiellement, c'est le Code civil qui est adopté par l'Assemblée nationale. Au niveau du reste du Canada, c'est la common law. Donc, c'est les juges, le judge-made law, c'est les juges qui font essentiellement la loi. De temps en temps, l'Assemblée législative va corriger certaines choses, mais c'est vraiment un ordre de priorité qui est différent. Donc, en l'absence de la loi 21, il y avait la jurisprudence fondée sur le principe du multiculturalisme qui est dans la Charte canadienne. Il y avait donc les accommodements religieux, il y avait la permission du kirpan, y compris à l'école. Il y avait la permission de porter, d'avoir le visage couvert, y compris lors d'un témoignage, dans certains cas, ce qui est évidemment très problématique du point de vue d'un avocat particulièrement. Donc, c'est pourquoi il y a eu la loi 21. Donc, la loi 21, c'est pas comme si le gouvernement cherchait une façon là, de se faire élire, puis avait trouvé un truc où il n'y avait pas de problème, puis a créé ça de toutes pièces. Non, non. Il y avait du droit. Le droit avait mené à des résultats qui, manifestement, étaient très, très controversés. Poignard à l'école, possibilité de témoigner avec le visage couvert. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive la loi 21. Et c'est une loi des élus parce que dans la tradition juridique du Québec, c'est les élus qui doivent faire ces grands choix de société-là. Mais là, évidemment, ça entre en contradiction avec le multiculturalisme, la Charte des droits qui est plus du judge-made law. Et encore, ça nous ramène au fait qu'au Québec, oui, notre tradition juridique principale, c'est le droit civil, mais la common law aussi, sa place, a aussi sa légitimité, ce qui nous ramène à l'idée de trouver un compromis dans tous ces multiples héritages qui, quelque part, font notre richesse. Monsieur, une question. On est dans le Super Bowl de la loi 21. Non, monsieur est là, très patient. Vous avez un micro pour poser la question? Court et à point, s'il vous plaît. Et à point, et très court, et très à point. Ok, alors, voici ce que j'ai à dire là-dessus. La loi sur la laïcité... C'est une question. C'est très long, ça. Non, c'est très court et très à point et moins long que toutes les autres questions. Alors, je vous livre ça en maximum 1 minute. On n'empêche pas la liberté de conscience par la loi 21, ni la liberté de conscience, ni la liberté de religion. Car la laïcité est le socle d'un État pluraliste qui permet à toutes les religions et à la liberté de conscience de s'exprimer. Si l'État doit accepter le pluralisme religieux,
réciproquement, le religieux doit s'ouvrir à l'altérité. Cette loi 21-là n'est ni plus ni moins qu'un code vestimentaire. Pourquoi c'est un code vestimentaire? Prenez l'exemple de plusieurs corps d'emploi qui imposent un corps vestimentaire à leurs employés, l'uniforme. Et le mot est là, uniforme. Donc, ça, on impose l'uniforme qui, dans l'espèce, est l'absence de signes religieux quand on exerce sa fonction. Donc, c'est ça ce que j'ai à dire là-dessus. D'accord. Mais là, en quelque sorte, monsieur, vous voulez si vous permettez, vous voulez démystifier justement les symboles religieux. En revanche, Dr Samy nous rappelle à quel point il y a une charge affective avec des symboles. Alors, il y a le monsieur avec les lunettes, oui, et un micro, s'il vous plaît, mais surtout des questions. Ma question, c'est que j'aimerais savoir, je me demande jusqu'à quel point nos politiciens et la population en général, la population au Québec, connaissent l'islam. Parce qu'il y a l'islam et l'islam politique. Quand j'étais enfant, quand on m'a appris la religion, ça se passe ici et ici. Alors, quelqu'un qui arrive avec un niqab au Canada, au Québec, pour moi, c'est pas tout simplement une musulmane. C'est tout simplement une radicale. Okay? Alors, des fois, on s'associe avec je sais pas. Oui, l'islamisme. Jusqu'à quel point, je me demande, c'est ça, que la population connaisse l'islam et nos politiciens. Est-ce que je peux faire Oui. Juste rapidement. Docteur Samy, ensuite Monsieur Aubé. Et on est dans les 10 dernières minutes. Je veux juste dire que, dans mon opinion, le problème avec toutes les religions, c'est lorsqu'on commence à se préoccuper beaucoup plus de comment traiter Dieu, de comment traiter l'autre. C'est ça le problème. Monsieur Aubé. Je voudrais m'adresser à l'anthropologue Monsieur Gilles Bibeau. J'aimerais que vous nous expliquiez, parce que j'ai le même problème. Je passe la moitié de mon temps dans un milieu anglophone et la moitié de mon temps dans un milieu francophone. Et vraiment, le milieu anglophone ne comprend pas pourquoi on a la loi 21. Et c'est à 100% hostile à la loi 21, alors qu'on a totalement le contraire. Et c'est à Montréal. On vit ensemble. Pourriez-vous nous expliquer d'où ça vient, cette différence vraiment... c'est un avocat qui devrait vous répondre. Écoutez, vous savez que la proclamation royale, il faut remonter longtemps en arrière, la coutume de Paris, ça nous est resté. C'est une façon de s'occuper de toutes les matières personnalisables, si on peut dire. Ça nous est entré dedans. Et puis ça, c'est devenu le Code Napoléon, et puis ça a donné, dans la tradition française, un certain rapport à l'altérité, à la religion, et le modèle républicain en est sorti. Moi, je crois que nous avons une approche extrêmement républicaine par rapport à la religion. C'est pas seulement... Nous avons une charte depuis 1975 au Québec, la charte québécoise des droits et des libertés, qui garantit des choses de base, pratiques religieuses, ce qui a été dit. Ça ne couvre pas tout. Et je suis d'accord que peut-être les tribunaux, c'est pas à eux à régler la question. Je vois pas pourquoi aussi il faut se préoccuper tellement du fait que les gens... Je veux revenir à la question du niqab et ça, les villages couverts, comme anthropologue, on dirait que c'est une interdiction de la vie sociale elle-même, puisqu'il n'y a pas d'interaction possible. Mettre un voile sur sa tête, je vois vraiment pas le problème, pour ma part.
Donc nous sommes pris, nous, dans une façon de penser qui est, je dirais, très française. Très, très française. C'est pas étonnant que nous reproduisons à peu près à la même époque les mêmes débats autour du hijab à l'école et ailleurs. Et même, nous sommes allés, je dirais, très loin, parce que quand on a dit les fonctionnaires de l'État en autorité, ceux qui portent des costumes, ils n'ont pas, de mon point de vue, il ne faut pas porter de signes religieux. Mais quand on déborde et qu'on dit les enseignantes, qu'on vient donc me dire exactement comment expliquer rationnellement ce débordement sur les choses. Si maintenant il faudrait penser toute la façon britannique de voir les choses, vous allez à Londres, le Londonistan, c'est une diversité absolument incroyable et tout. Et ça, nous l'avons aussi chez nous, chez les autres. Nous allons devoir vivre avec cette dualité, elle fait partie. Je dirais dans notre... Ceux qui nous habitent à l'intérieur, il y a l'amérindien, j'en ai dit un petit mot, mais aussi l'anglais. Je me souviens, né sous le lys, j'ai grandi sous la rose, je suis né français et j'ai été élevé anglais. Et nous avons une partie de nous. C'est pour ça aussi que plusieurs francophones réagissent en disant il faudrait plus de liberté. Pourquoi est-ce qu'on essaie de régler ce qui apparaît un problème mais qui n'en est pas un? Le kirpan, dites-moi, dans toute l'histoire de l'éducation au Québec, il y a eu un seul problème avec un petit couteau. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est exactement le kirpan? C'est un petit couteau qui est long comme ça et que ça produit des problèmes. N'amplifions pas, s'il vous plaît, les choses. Là où il n'y a pas de problème, n'en créons pas. Nous avons réussi à en créer, nous allons continuer à en créer si nous voulons trop légiférer. Trop légiférer. Et là, c'est Montesquieu qui dit ça dans les lettres persanes. Il ne faut pas, quand il écrit à Roxane, qu'il ne faut pas trop légiférer sur les choses. Il y a une question là-bas. En fait, il nous reste que 5 minutes. Ah, allô, le monsieur, oui, je l'ai vu, oui. Micro, s'il vous plaît. Il nous reste que 5 minutes. Je vais commencer par le début de la réunion. Vous avez cité, c'est un disclaimer comme on dit, c'est un avis. Une remarque que j'ai remarqué que vous avez parlé beaucoup de crimes haineux ou discours haineux. Pour moi, comme une personne qui a bientôt 40 ans au Québec, le crime le plus haineux, c'est le côté patriarcal et au Québec de la famille Chafia au Québec. Bravo! Je suis traumatisé jusqu'à aujourd'hui de ce crime-là. D'accord? Autre chose, pour le côté patriarcal de la religion musulmane, je suis traumatisé à tous les étés. Moi, je suis un client régulier des terrasses et des cafés. Lorsque je vois une madame avec le hijab, par le niqab, et avec des gants blancs, sués au mois de juillet, tandis que son mari, à côté de moi, il n'a pas eu la gentillesse, la galance, n'est-ce pas, d'aller prendre les croissants et les cafés, et madame vient suant, parce qu'elle a acheté à la caisse café, croissant, confiture, tout, et monsieur est avec son short et ses pantoufles. Ça, pour moi, c'est, n'est-ce pas? Alors, pour moi, la question se pose comme ça. Alors, y a-t-il une question? Voilà la question. Combien ça coûte? La question, j'ai assisté à beaucoup de panélistes sur la loi 21. Avec tout mon respect pour vous, spécialement, monsieur, c'est la première fois que je vois un modérateur qui est militant. Voilà. Pour une cause. Vous n'êtes pas un modérateur aujourd'hui. Vous avez démontré que vous êtes un militant contre la loi 21. Et moi, personnellement, je suis outré. Vous avez maintenant 10 minutes pour répondre pourquoi aujourd'hui vous êtes militant et pas modérateur. Merci. En fait, Voltaire disait, n'est-ce pas, de la discussion jaillit la lumière, le temps passe, et en tant que pédagogue, en tant qu'éducateur,
je ne peux m'empêcher de demander aux deux panélistes, à gauche et à droite, vous savez, quand un enfant voit quelqu'un qui porte un symbole religieux, l'enfant, qui soit maternel, primaire, secondaire, l'enfant peut associer l'éducation, la connaissance, le savoir, la vérité avec ce symbole religieux. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant se pose la question, celui ou celle qui m'enseigne et qui porte ce symbole religieux, parce qu'on est en sémiotique là, l'importance des symboles, des signes et du sens, dans quelle mesure est-ce que l'enfant n'arrive pas à la conclusion que celui ou celle qui porte le symbole religieux et qui communique le savoir, la connaissance, la vérité, l'éducation, dans quelle mesure est-ce que l'enfant ne peut pas faire l'association entre religion et connaissance, religion et éducation, religion et savoir, religion et vérité? Le code vestimentaire, J'invite le professeur Aubé et ensuite Dr Mounir Sami, et malheureusement, ensuite, ça sera individuellement qu'on va parler. Bon. J'imagine que vous me passez le micro pour que je commente cet aspect-là sur l'influence des signes. Je vais vous donner une anecdote. Je sais comme chercheur que les anecdotes n'ont pas nécessairement valeur de fait généralisé, mais je pense qu'elle est parlante. Il y a, dans les années 80, une de mes amies avait une petite fille de 7-8 ans. Et comme on demande souvent aux enfants, je lui demande « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? » Et elle me dit « Je vais être infirmière. » Et je lui réponds « Ah, c'est bien, mais pourquoi pas médecin? » Moment de silence. Et là, elle me répond une femme qui serait médecin, est-ce qu'elle devrait porter des pantalons, un veston? Et ce qui m'a étonné, c'est que la mère de cet enfant-là était l'une des fondatrices du Centre de santé des femmes, où allait souvent cet enfant-là avec sa mère, et où il y avait plusieurs femmes, surtout des femmes médecins, que le médecin de famille était une femme. Et là, donc, on voit le pouvoir des signes pour façonner, mais là, façonner largement, l'horizon professionnel de cet enfant. Comment il se voyait plus tard. Alors, je pense que ce dont on a parlé beaucoup au travers de cette loi-là, c'est les signes. Mais ce qu'on oublie, c'est que les signes sont marqués socialement. Alors, je vous donne un exemple, la svastika, la croix gammée. Elle existait au Néolithique. On la retrouve chez les Assyriens, on la retrouvait en Inde. Et moi, j'ai visité des ruines romaines où on l'avait en mosaïque plusieurs fois répété. À partir du moment où ce symbole-là a été approprié par le nazisme, imaginez maintenant un adolescent qui viendrait avec un T-shirt avec cette effigie-là dans une synagogue. Qu'est-ce que vous pensez que ça ferait? Alors, ce que ça veut dire, c'est que ce signe-là, qui avait une toute autre signification, a été marqué socialement. Et en étant marqué socialement, il a un impact sur le regard et sur le façonnement des gens et de leur comportement. Je pense que, il a été beaucoup question du voile, mais moi je pense que les signes religieux, c'est beaucoup plus général que ça, et que le sens de la loi, c'est plus la séparation de l'Église et de l'État. Mais pourquoi on parle tellement du voile? C'est que moi j'ai vécu en Afrique noire, j'ai travaillé avec des maîtres coraniques, j'ai enseigné en Afrique du Nord, et le voile, c'est quelque chose qui est relativement récent et qui s'est propagé beaucoup après la révolution iranienne et après l'épisode du fils en Algérie. Et ce symbole-là a pris une marque sociale extrêmement importante. Elle peut être injustifiée dans certains cas.
Mais penser que les symboles ne sont pas marqués socialement et qu'ils n'influencent pas les comportements, les échanges, les communications entre les gens, ben, c'est être naïf. Bravo. Mais c'est justement les symboles porteurs de sens, mais du point de vue d'un spécialiste en psychiatrie pour enfants, je demande une dernière réponse du docteur Samy. Et il est les deux. Je vais vous raconter une histoire. Mais je vais être bref. Je viens de l'oublier. Bon, je suis en quelque sorte souvent en position d'autorité, sans être juge, sans être enseignant, sans être, je ne sais pas moi, truc de prison. Je suis souvent en position d'autorité. J'ai travaillé durant plus de 25 ans avec les adolescents suicidaires où j'avais une opinion à donner, question de vie ou de mort. J'ai été souvent impliqué à devoir interner des patients, quelquefois contre leur volonté, parce qu'ils présentaient un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. La loi 21 ne m'impose pas de ne pas porter de signes religieux. D'accord. Alors, il y a une incohérence. Non pas que je sois pour ou contre, mais il y a une certaine incohérence et je comprends la réaction de la salle et je partage la réaction de la salle, mais je ne suis pas d'accord avec les moyens. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est la suivante. Il y a plusieurs années, je travaillais à l'hôpital de Montréal pour enfants, où j'ai d'ailleurs travaillé une quarantaine d'années. Il y avait une famille tunisienne qui n'était pas longtemps au Canada, et un de leurs enfants, ils avaient deux enfants, deux garçons. Et un de leurs garçons souffrait d'une leucémie. C'était un cancer du sang. Il pouvait en mourir. Il avait besoin d'une opération. Et cette opération-là, c'était une transplantation de la moelle épinière. Et qui devait donner cette transplantation de la moelle épinière? C'était son frère. Les parents étaient tout à fait terrorisés. Parce que là, ils risquaient de perdre leurs deux enfants. D'accord? Il y avait un service qu'on appelle Child Life au Montreal Children's Hospital. Et le service Child Life consistait à aider les parents dans ces moments-là et dans leur très bonne volonté de mentalité occidentale, s'ils comprennent l'opération et s'ils ont un certain sentiment de contrôle sur l'opération, ça va les aider. Alors, avec des petites poupées, il leur expliquait comment, qu'est-ce qui va arriver, l'anesthésie, puis c'est ça qui va arriver, et il leur expliquait l'opération. Les parents, ils s'en foutaient carrément de l'opération eux-mêmes. Le chirurgien qui devait opérer leurs enfants était un chirurgien de religion juive et qui portait une kippa, d'accord, que Dr. Gurman, que je connais très bien. Et alors, ils ont dit, bon, on va vous présenter le chirurgien. C'est un professeur émérite, etc., qui a plusieurs années d'expérience. Et ce chirurgien va... Et les parents, et ensuite, en fin de cause, ils m'ont demandé en consultation pour aider ces parents-là. Alors j'ai dit, mais c'est quoi il dit, ce qu'on veut savoir, c'est si le chirurgien est une bonne personne. On s'en fout qu'il soit professeur. On s'en fout qu'il soit juif ou musulman. On s'en fout de comment va être l'opération. On veut savoir si c'est une bonne personne. On veut savoir s'il a des enfants. C'est ça qu'ils voulaient savoir. Et c'est ça qui les mettait en confiance. C'était mon histoire. Alors, c'est la fin maintenant. Je tiens à remercier d'abord l'entraide Bois de Boulogne pour ces bons moments. Merci. Et nos panélistes, le professeur Michel Aubé, sciences de l'éducation, en droit, le vice-doyen de la faculté de l'université de Sherbrooke, en philosophie politique, Dr Ali Khalidi, et tout à côté, Dr Samira Laouni, qui est consultante dans le rapprochement interculturel
le doyen de l'anthropologie, le professeur Gilles Bibeau, et notre médecin bien-aimé, le docteur Mounir Sami. Merci à vous.